Maintenant, la dernière communication donc, sera celle de Laurent Bavet, donc, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, qui va nous présenter les travaux conduits par ce centre. Voilà, vous verrez que c'est un bilan, un tableau très impressionnant. Merci Sophie. Monsieur le ministre, monsieur le consul général, mesdames, messieurs, l'année 2019 marque le 150e anniversaire de l'inauguration du canal de Suez. La France et l'Égypte ont voulu saisir cette occasion pour célébrer les relations étroites qui unissent nos deux pays sous la forme d'une année culturelle France-Égypte. Parmi les nombreux événements organisés en France comme en Égypte, l'archéologie trouve tout naturellement une place de premier plan. L'exposition Toutankhamon, qui est présentée actuellement à la Grande Halle de la Villette, attire cette fois encore un nombre record de visiteurs et montre, s'il était besoin, l'intérêt et la passion même que le public français continue à porter à l'Égypte ancienne et à l'Égypte en général. Les médias français ont été littéralement submergés par cette nouvelle vague d'égyptomanie, comme on les connaît à chaque grand événement lié à la civilisation égyptienne. Lors de sa visite en Égypte au mois de janvier dernier, le président de la République a tenu à rappeler la profondeur et l'importance des relations entre la France et l'Égypte dans le domaine de l'archéologie et a dit son souhait de les voir encore renforcées. Notre journée de l'archéologie française, organisée pour la 3e année consécutive en partenariat avec l'ambassade de France, participe de cette ambition et à mieux faire connaître l'activité des équipes françaises auprès d'un public le plus large. Et vous êtes aujourd'hui très nombreux, j'en suis très heureux. Je voudrais remercier Mohamed Bouabdallah et toute l'équipe de l'Institut français d'Égypte pour son soutien et de nous accueillir dans son auditorium malgré les travaux en cours à l'Institut. Merci aussi à mesdames Mona Sabri, Rita Hatem et Mona Farid Badr qui assurent la traduction arabe de mon exposé et des présentations qui viennent d'être faites par mes collègues. Tout au long de l'année, l'activité de l'IFAO a été une nouvelle fois intense et diversifiée. Je ne pourrais évidemment en donner qu'un aperçu nécessairement très réducteur, mais comme chaque année, que ce soit sur le terrain ou dans les musées, rien ne serait possible sans le soutien et la collaboration permanente du ministère des Antiquités, et c'est donc tout naturellement et très sincèrement que je souhaite en premier lieu adresser mes remerciements à Monsieur le ministre des Antiquités, le professeur Khaled El-Enani, au docteur Moustapha Ouaziri, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, à Madame Nashwa Gaber qui a pris en 2018 la direction des missions étrangères et des comités permanents. Je profite de la présence de Madame Saba Abdelrazek pour également la remercier, la directrice générale du musée du Caire. Et puis bien sûr, tous les responsables de secteur, les responsables des zones où travaillent nos missions, ainsi que les directeurs des différents musées et des équipes du ministère en général. La recherche, vous le savez, ne peut se faire sans financement, il en a déjà été question ce soir, et je tiens donc à souligner ici le soutien qui nous est apporté par notre tutelle, le ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à travers sa commission des fouilles, sa commission des recherches archéologiques à l'étranger, Sophie l'a évoqué en introduction, contribue au financement de 11 projets menés par des équipes françaises en Égypte. L'ambassade elle-même nous apporte aussi un financement important cette année, j'en reparlerai dans le cadre de mon exposé. Enfin, je n'oublie pas le CNRS, par nature un partenaire privilégié de l'IFAO, puisque beaucoup des chercheurs qui participent à nos programmes relèvent de cette structure. Je voudrais également remercier les mécènes privés et les sociétés françaises implantées en Égypte qui nous apportent leur aide, souvent depuis de nombreuses années. Et puis enfin,
2 fonds de dotation français qui soutiennent généreusement un nombre chaque année plus important de projets menés avec l'IFAO. C'est le fonds Khéops pour l'archéologie et le fonds ARPAMED, archéologie et patrimoine en Méditerranée, tous deux dédiés au soutien à la recherche archéologique, la préservation et la valorisation du patrimoine de Méditerranée. Chaque année, l'IFAO accueille plusieurs centaines de chercheurs, français et étrangers, qui participent à nos activités. Les missions archéologiques, bien sûr, mais aussi les programmes de recherche collectifs, les colloques, ou simplement leur recherche personnelle. Ils trouvent à l'IFAO les moyens nécessaires à leur recherche, l'appui administratif pour obtenir les autorisations de travail, la logistique, des chantiers archéologiques en particulier, une bibliothèque parmi les plus riches au monde, un service des archives et collections, des laboratoires et une maison d'édition. Pour assurer ces services, une centaine d'agents permanents sont employés au siège de Mounira. Il est important pour moi de les associer aux résultats, à la présentation des résultats de ces travaux. L'équipe scientifique de l'IFAO est pilotée par le directeur des études et après 5 années particulièrement riches, Nicolas Michel est rentré en France où il a repris ses cours à l'université d'Aix-Marseille et ses recherches sur l'Égypte ottomane et moderne. Il est remplacé depuis septembre 2018 par Frédéric Abécassis, maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon et spécialiste de l'Égypte contemporaine. Au sein des chercheurs, dont vous avez la liste exhaustive ici, au sein des chercheurs, 2 membres scientifiques ont quitté l'IFAO, Frédéric Guyot, arrivé au terme de ses 4 années, et Esther Garel, coptisante, qui avait rejoint l'équipe à la rentrée 2017 et qui a été recrutée à l'Université de Strasbourg. Ils sont donc remplacés par 2 nouveaux membres scientifiques depuis septembre 2018, Andrea Pilon, égyptologue, docteur de l'école pratique des hautes études dont les recherches portent sur la première période intermédiaire, et Lorenzo Medini, égyptologue lui aussi, mais aussi papyrologue, docteur de l'Université de Paris-Sorbonne dont les travaux s'intéressent à la théologie et au culte de l'Égypte grecque et romaine. Parmi les chercheurs associés, nos membres scientifiques égyptiens, nommés pour 3 ans, le papyrologue arabisant Khaled Younes a été recruté sur un projet de recherche de l'Université de Vienne et quitte donc l'Égypte pour quelques années. Il sera remplacé en janvier prochain par un nouveau collègue de l'université égyptienne. Alors, au cours de l'année écoulée, la plupart des chantiers archéologiques ont pu se dérouler à peu près normalement, même si beaucoup ont dû être reportés ou écourtés en raison de retards importants pour obtenir les autorisations de sécurité ici en Égypte. En 2018-2019, l'IFAO est intervenu avec ses partenaires sur 26 chantiers archéologiques à travers le territoire. Comme les années précédentes, malheureusement, les chantiers des oasis du désert occidental, à Balat, dans l'oasis de Dakhla, à Douche, dans l'oasis de Kharga et à Baharia, ainsi que dans le Sinaï, n'ont pu être ouverts pour des raisons de sécurité, là aussi. Alors, comme fil rouge à une présentation de ces travaux, de quelques-uns de ces travaux, je vous propose de revenir sur quelques résultats qui ont attiré particulièrement l'attention des médias au cours des derniers mois. J'ai eu l'occasion l'an dernier déjà, dans ce même cadre ici, de vous présenter les recherches qui sont menées à Atnoub par une mission conjointe de l'Université de Liverpool et de l'IFAO sous la direction de Yanis Gourdon et Roland Enmark. Ce programme est par ailleurs soutenu par le fonds Khéops et par la société Vicat. Situé en Moyenne-Égypte, près de la ville antique d'Amarna, Atnoub est le site d'importantes carrières dans lesquelles a été exploité le travertin ou calcite, ce matériau qu'on appelle communément l'albâtre égyptien. Il était utilisé pour confectionner des statues, de la vaisselle de pierre ou encore même dans l'architecture comme les dalles qui forment le sol du temple d'accueil de la pyramide de Képhren à Giza. Des instructions, vous voyez ici à l'image cette gigantesque carrière de Atnoub, la carrière principale de ce site de Atnoub, où des inscriptions à l'encre ont été laissées sur les parois par les expéditions envoyées pour extraire la pierre
particulièrement durant l'Ancien Empire, donc au IIIe millénaire avant notre ère. Depuis 2017, avec le soutien donc du fonds Khéops et cette année de l'Institut HIP et de Gédéon Programme, la mission a entrepris de dégager entièrement la grande descendrie qui permettait d'accéder à la carrière principale et qui permettait surtout d'en sortir les blocs pour les transporter ensuite jusqu'au Nil et les acheminer vers les ateliers et les chantiers de construction. Les inscriptions de cette grande descendrie attestent qu'elle a été en usage au moins dès le règne de Khéops, donc à la 4e dynastie, autour de 2500 avant Jésus-Christ. Cette descendrie, taillée dans le rocher, présente, nous le savons maintenant grâce à ces derniers travaux sur le terrain, une rampe centrale, large de 3 mètres à 3 mètres 60, et qui est flanquée de part et d'autre de 2 escaliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'une série de cavités circulaires que vous devinez à l'image, certaines très profondes, à 1 mètre de profondeur et jusqu'à 80 cm de diamètre, ces cavités donc sont creusées dans le rocher le long des parois de façon symétrique d'un côté et de l'autre de la descendrie. Alors c'est une découverte extrêmement intéressante parce qu'elle montre que ces cavités devaient recevoir des poteaux en bois verticaux et ces poteaux étaient maintenus en place par un système d'étais en bois fixés par des cordages dans des creusements des parois que vous voyez sur la droite de l'image. L'ensemble devait donc constituer, avec cet aménagement en bois, un système de halage des blocs, un système qui permettait de tirer ces blocs. Ainsi, les blocs étaient installés sur des traîneaux et étaient glissés sur la rampe centrale, recouverte vraisemblablement d'une couche de limon humide pour supprimer certaines forces de friction, et étaient tractés vraisemblablement par 4 équipes. Chacune tirait une corde attachée au traîneau et passait autour de l'un des poteaux de ce système de halage, c'est-à-dire les tirait en descendant et non pas en les montant. Alors ce dispositif, pour lequel nous n'avions pas d'indice ou de traces jusqu'à présent, qui fonctionne donc sur le principe d'un contrepoids, permettait d'augmenter considérablement la force de traction de l'équipe et donc l'efficacité du travail. Cette illustration, qui je dois le préciser, n'est pas produite par la mission, donne une idée du fonctionnement de ce système, même si en réalité elle ne correspond pas exactement à l'idée que nous nous faisons de ce dispositif. Mais en réalité, la plus grande surprise de ces travaux vient de la pente même de cette rampe. Et cette pente atteint 18 à même par endroits 22% de pente, c'est-à-dire une pente beaucoup plus raide que ce que l'on imaginait jusque-là. Alors l'intérêt, voici à nouveau de cette pente, l'intérêt de cette découverte, pente très raide et aménagement d'un système de halage, dépasse très largement le cadre de ce site de Hatnoub. La fouille vient en effet attester l'utilisation de ces pentes très pentues et d'un système de halage de blocs qui est, je vous le rappelle, contemporain de la construction des grandes pyramides du plateau de Giza et plus largement de l'Ancien Empire. Alors parce que ces rampes de construction, où en fait tout dispositif qui était utilisé pour transporter les blocs était normalement et logiquement démonté lorsque le monument était achevé, on ne possède que très peu d'informations archéologiques, de traces archéologiques sur les moyens qui étaient mis en œuvre par les Égyptiens pour construire ces grands monuments. Plusieurs, je devrais dire plutôt de nombreuses hypothèses existent pour l'utilisation de rampes dans la construction de ces monuments, mais que vous avez un certain nombre à l'écran. Et la plus simple est bien sûr une rampe droite venant perpendiculairement au monument. On a jusqu'ici considéré que la longueur de la rampe serait trop importante pour maintenir jusqu'au sommet une pente utilisable, une pente praticable.
Et donc, les découvertes de Hatnoub doivent nous amener à reconsidérer sans doute ces idées au vu des découvertes récentes. Autrement dit, ces découvertes de Hatnoub amènent beaucoup de nouvelles informations sur ces monuments. Alors avec les papyrus de Khéops, découverts, je vous le rappelle, par Pierre Tallet en 2013 sur le site du Wadi Jarf, sur la mer Rouge, et qui rapportent et qui enregistrent le transport de blocs de calcaire depuis les carrières de Toura jusqu'au chantier de la Grande Pyramide. Ce sont donc des avancées majeures qui ont été réalisées en quelques années dans notre compréhension des techniques utilisées pour la construction de ces gigantesques monuments emblématiques de l'Ancien Empire. Nous transportons maintenant plus au sud, à Luxor, dans la nécropole thébaine. Depuis 2004, une équipe dirigée par Claude Tronecker a entrepris l'étude d'un monument tout à fait exceptionnel de cette nécropole thébaine. C'est le complexe funéraire, numéroté la TT 33, tombe thébaine 33, de Padi Aménopé, qui se situe dans l'Assasif, que vous avez ici à l'écran, cette grande vallée entre la plaine alluviale et le cirque de Deir el-Bahari. Padi Aménopé fut un prêtre ritualiste qui servit les rois de la 25e dynastie nubienne ou de la 26e dynastie saïte, donc au 7e siècle avant notre ère. Bien qu'il n'ait pas occupé de fonctions administratives très élevées, il s'est fait construire ce qui est la plus grande tombe privée que nous connaissions en Égypte. Vous en avez le plan ici à l'écran. Ces 22 salles creusées dans le calcaire se développent sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Les parois de la tombe sont couvertes de textes funéraires, des textes qui sont empruntés à différentes époques de l'histoire égyptienne, de sorte que le monument apparaît comme une gigantesque bibliothèque de textes religieux et témoigne très certainement de la volonté de son propriétaire de se présenter comme un grand lettré. Les méthodes actuelles de la photogrammétrie sont utilisées pour produire un enregistrement aussi précis et détaillé de ces textes en vue, bien sûr, de leur étude et de leur publication. En parallèle, la conservation de la tombe, très polluée notamment par des colonies de chauves-souris qui se sont installées pendant des siècles et qui obligent, vous le voyez, les chercheurs à travailler avec des équipements de protection, cette conservation est menée grâce à la collaboration du musée du Louvre et avec, encore une fois, le soutien financier du fonds Khéops. Depuis 2017, une nouvelle équipe de l'université de Strasbourg s'est adjointe à l'équipe épigraphique. Il s'agit d'explorer la cour que vous voyez ici à l'écran et les superstructures de la tombe qui n'ont jusqu'ici jamais été étudiées. Alors lors de la campagne de 2018, toute récente, Frédéric Collin et son équipe a entrepris le dégagement du grand pylône de briques crues qui donnait accès à l'est au complexe funéraire. Vous devinez la couleur plus foncée des briques crues de la ruine de ce pylône. Il est apparu que la construction de cette structure massive en briques avait recoupé un remblai plus ancien qui correspond au remblai d'une chaussée menant depuis la vallée au temple construit par Thoutmôsis III à Deir el-Bahari entre le temple de la reine Hatshepsut et celui plus ancien de Montuhotep II. Dans ce remblai que vous devinez à l'arrière du pylône ici sur cette image, la mission a découvert 2 cercueils en bois remarquablement conservés. Ils semblent avoir été placés dans ce remblai lors de la construction de la chaussée, sans doute lorsque des tombes ont été perturbées. Il s'agit d'abord d'un cercueil anthropomorphe de forme humaine à fond blanc qui appartient à un personnage nommé Pouillou, mais pour lequel nous ne possédons malheureusement pas de titre. Le second cercueil est lui anonyme et porte un décor peint de plumage d'oiseaux que vous devinez, polychrome, de très belle qualité, qui correspond au type que les égyptologues appellent des cercueils rishi. On peut trouver des parallèles très précis à ces 2 cercueils dans un autre
cimetière situé à quelques centaines de mètres seulement de la TT33, sur le flanc de la colline à l'est du village de Der el-Médineh, donc toujours dans cette nécropole thébaine un peu plus au sud. En 1934, Bernard Bruyère y a fouillé un cimetière intact dont les tombes sont bien datées et datent du règne d'Hatshepsut ou des règnes d'Hatshepsut et de Thoutmôsis III. Parmi les cercueils retrouvés, vous voyez ici sur cette planche extraite de la publication de Bernard Bruyère aux presses de l'IFAO, parmi ces cercueils, donc, on trouve des parallèles tout à fait exacts à ceux de la TT33. Il est probable que ces derniers n'étaient pas seuls, et la prochaine campagne livrera sans doute d'autres inhumations de ce type qui ne correspondent pas à des tombes de l'élite proche des pharaons, telles qu'on les étudie souvent dans cette nécropole thébaine, mais de catégories sociales intermédiaires et locales. Dans le nord de l'Égypte, enfin, c'est un projet qui débute en ce moment même que je voudrais très rapidement évoquer. La ville de Tanis, actuellement le Tel San el-Hagar, dans le delta oriental, a été fondée au début de la troisième période intermédiaire par la 21e dynastie comme nouvelle capitale de l'Égypte. Et elle vient remplacer la résidence de Pi-Ramsès, qui est située à une vingtaine de kilomètres au sud de San, et dont les monuments, ces monuments de Pi-Ramsès, capitale des différents ramessides, rois ramessides, ont été exploités comme carrières de pierre ou simplement transportés pour être réinstallés à Tanis comme de nombreuses statues et obélisques au nom de Ramsès II notamment. Ce site a été exploré au XIXe siècle par Auguste Mariette, qui en a ramené d'importants monuments aujourd'hui au musée du Caire, puis par l'anglais Flinders Petrie quelques années plus tard. En 1929, Tanis devient concession française et les travaux sont menés sous la direction de Pierre Montet, un ancien de l'IFAO. Il dégage systématiquement le grand temple d'Amon et dans la partie nord du site, qui se trouve dans la partie nord du site donc, et fait une découverte tout à fait exceptionnelle. En mai 1939, dans l'angle sud-ouest de l'enceinte sacrée de ce temple d'Amon, Pierre Montet découvre les tombes des pharaons des 21e et 22e dynasties, comprenant également les inhumations de princes et de grands dignitaires. La tombe, notamment du roi Psousénès Ier et de son successeur Amenémopé, les seules tombes royales retrouvées intactes après celle de Toutankhamon, a livré un très riche mobilier funéraire, aujourd'hui présenté également au musée du Caire. Ces trésors tout à fait fabuleux restent en réalité très mal connus du public en raison essentiellement de la date de découverte, juste au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. On avait dans le monde autre chose à penser que ces découvertes ici en Égypte. Heureusement, le déménagement prochain du mobilier du roi Toutankhamon au Grand Egyptian Museum permettra de libérer de l'espace au musée de la place Tahrir et d'accueillir les trésors de Tanis dans de meilleures conditions. Et dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne, c'est le musée du Louvre qui est chargé, avec l'équipe du musée égyptien, de mettre en valeur cet ensemble unique. Après une interruption en 1956, les fouilles françaises ont repris à Tanis en 1965 et ont montré que la ville avait été conçue comme une Thèbes du Nord, reproduisant donc l'implantation des temples et de la ville de Luxor. Les recherches se poursuivent aujourd'hui sous la direction de François Leclerc et portent sur la ville de la troisième période intermédiaire qui se trouve au centre de ce très grand tel, de ce très grand site archéologique. Des prospections électromagnétiques à très grande échelle permettent de lire littéralement le plan de cette agglomération et d'orienter précisément la fouille. Au cours de l'année 2018, le ministère des Antiquités a entrepris des travaux de restauration et de mise en valeur touristique du site de Tanis. L'équipe du docteur Moustapha Ouaziri a redressé plusieurs colonnes de l'avant-cour et 2 obélisques devant l'emplacement du premier pylône de ce temple de Tanis. Alors la mission
française de Tanis a souhaité s'engager aux côtés du ministère égyptien pour améliorer, elle aussi, la présentation du site et l'expérience des visiteurs. En 2018, elle a mené une opération sur la tombe de Sheshonq III dans la nécropole royale. Vous avez ici à l'écran cette tombe. Et il faut préciser que l'état que vous voyez ici, dans lequel Pierre Montet avait laissé le tombeau, ne correspondait pas à son état au moment de la découverte. Le sarcophage en pierre de Sheshonq III avait été déplacé au milieu de la chambre, c'est ce que vous voyez au fond de l'image. Son couvercle avait été déposé contre une paroi et le cercueil de son successeur, Sheshonq IV, avait été déplacé, vous le voyez, dans la première pièce qui est en réalité l'antichambre de la tombe. Alors avec l'aide d'une grue, les sarcophages ont été déplacés et remis à leur emplacement d'origine, conformément au plan de la découverte. Et pour la première fois depuis de nombreuses décennies, on peut à nouveau voir le décor du cercueil, ou du découvercle plus exactement, du sarcophage de Sheshonq III. Ces actions répondent à une demande de la part des autorités égyptiennes de valoriser le site de Tanis, qui est le plus important du delta oriental, mais qui reste aujourd'hui très largement en dehors des circuits touristiques et n'a fait l'objet jusqu'ici de pratiquement aucun aménagement conséquent. Alors grâce à l'initiative du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, Mohamed Bouabdallah, un financement très important a été obtenu en mars 2019, c'est tout récent, auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ce financement permettra de mener sur 2 années, en 2019 et en 2020, un projet de coopération franco-égyptienne pour la protection et la mise en valeur de ce site de Sann el Agar. L'annonce officielle en a été faite il y a quelques jours par le ministre des Antiquités et l'ambassadeur de France. Ce projet sera mis en œuvre par l'IFAO en collaboration étroite et sous la supervision scientifique du directeur de la mission de Tanis, bien évidemment, et associe l'expertise du musée du Louvre, de l'université de Montpellier 1, du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine de Marseille, avec le soutien également du ministère français de la Culture et, ici encore, du Fonds Khéops. Il comporte 3 volets. Le premier porte sur la protection et la conservation des tombes royales de Tanis, avec l'installation d'une couverture des tombes pour empêcher les dégâts causés par l'eau de pluie fréquente dans le delta. Une étude hydrologique est également menée et destinée à remédier au problème de remontée d'eau souterraine cette fois-ci et d'efflorescence de sel qui affectent les tombes, et puis finalement la conservation des reliefs qui décorent ces tombes après leur protection. Le deuxième volet porte sur la mise en valeur du site avec l'aménagement d'infrastructures pour l'accueil des visiteurs, un centre d'interprétation du site, la mise en place d'une signalétique et l'aménagement d'un parcours sur l'ensemble des parties, du moins les plus intéressantes, de Tanis. Des pages web qui seront accessibles en scannant simplement un code QR à partir d'un simple smartphone donneront à ceux qui le souhaitent davantage d'informations, des photos d'archives, notamment de la découverte des tombes royales, et puis surtout des images des trésors qui en proviennent, de façon à ce que le visiteur puisse faire le lien entre ces monuments qu'il a sous les yeux et les trésors qui sont conservés au musée du Caire. Un dépliant de présentation a déjà été réalisé au cours de l'année écoulée, qui est destiné à être remis aux visiteurs avec le billet d'entrée du site. Ces documents, vous les voyez ici à l'écran, sont disponibles en français, en anglais ou plus exactement en arabe, et c'est bien sûr très, très important. Ils donnent des informations de base qui permettent aux visiteurs de s'orienter sur le site et surtout de comprendre la visite en attendant que les aménagements plus développés soient mis en place. Ces dépliants ont été livrés aux autorités égyptiennes et d'autres sites sont actuellement en préparation, notamment les sites de Dendera et de Der El Médine à Luxor. Autre mission essentielle de l'IFAO, la formation.
se décline sous différents formats, qui serait trop long de détailler ici. Je me limiterai à en citer quelques-uns parmi les plus dynamiques. C'est notamment la formation professionnalisante à l'archéologie de terrain qui est destinée aux inspecteurs du ministère des Antiquités, à des universitaires avancés, formation qui rencontre toujours autant de succès et s'avère extrêmement fructueuse. La 4e session s'est déroulée en 2018-2019 avec 12 stagiaires qui ont réalisé leur formation de terrain sur le site de Medamoud en décembre et en février dernier grâce à l'investissement de Félix Relamont-Serra, membre scientifique de l'IFAO, et je l'en remercie. De même, les workshops, les ateliers organisés par le professeur Hassan Selim dans les universités égyptiennes ou avec le ministère des Antiquités sont toujours une occasion privilégiée pour rencontrer les collègues et les étudiants et encourager les échanges entre l'IFAO et ses institutions. Plusieurs ateliers se sont déroulés à l'IFAO, à l'université de Minya ou encore au musée du Caire durant cette année. Je mentionnerai encore, mais sans épuiser la liste de ces activités, le séminaire de lecture de documents historiques en arabe qui est organisé depuis plusieurs années maintenant par Magdi Girgis et d'autres collègues égyptiens et Nicolas Michel également. Enfin, la recherche serait vaine et à vrai dire inutile si elle n'était pas diffusée tant auprès de la communauté scientifique que bien sûr du grand public. Cette diffusion commence par la publication scientifique des travaux qui sont réalisés par les chercheurs et l'imprimerie de l'IFAO a cette année encore largement contribué à cette mission. Les 4 revues internationales éditées par l'IFAO ont paru normalement, comme chaque année. Depuis 3 ans, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, nous nous sommes engagés dans la transition numérique de nos publications et nos revues ont été progressivement intégrées à la plateforme française Open Edition Journals qui regroupe plus de 450 revues scientifiques. Les mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales en 2016, je l'avais mentionné l'an dernier, les annales islamologiques, la revue d'études arabes en 2017 et maintenant, depuis 2018, le bulletin de l'IFAO, notre revue dédiée à l'Antiquité. Les numéros en cours, le dernier numéro sorti, sont donc consultables en ligne gratuitement en même temps que la parution de la version papier. Dans le domaine du numérique toujours, je voudrais rappeler le projet Bibliothèque d'Orient qui est conduit par la Bibliothèque nationale de France avec 6 autres partenaires, 6 autres bibliothèques françaises implantées en Orient, dont l'IFAO, le CEALEX, le Centre d'études alexandrines et l'IDEO en Égypte. Et ce projet vise à numériser une sélection de documents patrimoniaux conservés dans leurs collections respectives, à les valoriser scientifiquement et à les mettre en ligne sur un portail dédié. Le site est maintenant pleinement opérationnel et connaît un beau succès auprès du public. Une 2e vague de numérisation a été entreprise et de nouveaux partenaires, notamment américains, se sont joints au projet. Les monographies, les livres publiés par l'IFAO ont été nombreux et variés dans tous les domaines étudiés par l'IFAO. Pour l'archéologie, 3 volumes portent sur le Soudan, un numéro des cahiers de la céramique égyptienne qui est consacré aux céramiques égyptiennes au Soudan. La publication d'autre part de la nécropole d'époque méroïtique d'El Obaji, fouillée par Patrice Lenoble, et un volume des fouilles de Mirgissa, l'une des forteresses établies par les Égyptiens autour de la 2e cataracte du Nil pour protéger le pays des Nubiens. Brigitte Gracien présente dans ce volume les empreintes de sceaux retrouvées lors des fouilles menées sous la direction de Jean Vercouter qui permettent de comprendre l'administration de ces établissements sous la 12e et la 13e dynastie. Parmi les autres ouvrages publiés cette année, je signalerai encore la traduction des textes des pyramides de Pépi Ier, des textes de la pyramide de Pépi Ier à Saqqara par Bernard Mathieu, ainsi que la publication des céramiques islamiques provenant des fouilles menées par l'IFAO sur les murailles du Caire. Et cet ouvrage, qui est issu de la thèse de Julie Monchamp, ancienne membre scientifique de l'IFAO, vient compléter l'ouvrage publié l'an dernier par Roland-Pierre Guéraud et Lucie Valory sur les ensembles céramiques d'Istabl Antar,
grâce à ces ouvrages, à ces deux ouvrages, on possède maintenant, enfin, j'ai envie de dire, deux études de référence sur la céramique islamique en Égypte qui faisaient encore largement défaut aux archéologues. Je voudrais aussi m'arrêter un bref moment sur la nouvelle édition d'un ouvrage qui est déjà ancien, mais qui compte, à mes yeux, parmi les plus beaux au catalogue de l'IFAO. C'est l'étude ethnographique du village de Mari-Girgis, en Haute-Égypte, qui a été menée entre 1971 et 1973 par Nessim Enaim. La description extrêmement précise qu'il nous donne de ce village du Saïd rural, qui comptait alors un peu plus de 300 habitants, offre au lecteur une image complète d'une société villageoise à la veille des grands changements majeurs de la modernité, et cela avec toute la sensibilité et l'intelligence que l'on connaît à Nessim Enaim. La troisième édition de ce livre, qui est devenu un classique au fil des années, est augmentée par un long entretien avec de l'auteur où il revient sur sa formation, sur sa méthode d'observation et les circonstances de ses séjours à Mari-Girgis. Par ailleurs, en préparant cette édition, un document exceptionnel a été retrouvé. Il s'agit d'un film documentaire sur le village de Mari-Girgis qui a été réalisé à la même époque par Paul Warren, alors jésuite, pour le compte de l'Association des Amis de Haute-Égypte. Avec l'accord des ayants droit, nous avons numérisé ce film rare qui peut être visionné sur la chaîne YouTube de l'IFAO. Il est accompagné par un supplément à l'ouvrage, rédigé donc par le réalisateur Paul Warren, qui revient sur ce travail réalisé il y a plus de 30 ans. Enfin, et c'est là aussi un projet qui me tient très à cœur, une traduction arabe de l'ouvrage de Nessim Enaim, que je viens de présenter, est également achevée et sera publiée dans les prochains mois par l'IFAO. On aura donc une vision très complète de cet ouvrage fondamental. La même démarche, mettre à disposition du public arabophone des ouvrages fondamentaux, nous a amené à réaliser une réimpression d'un autre ouvrage épuisé depuis une dizaine d'années. C'est la traduction arabe du manuel de conservation en archéologie de Marie-Claude Berducou, un classique pour les conservateurs et les archéologues de terrain. Et cet ouvrage, qui comporte pas moins de 636 pages, est proposé à un prix extrêmement abordable de 100 livres égyptiennes, 5 €, puisque nous souhaitons qu'il soit le plus largement diffusé possible. Je voudrais ici saluer le travail remarquable qui a été mené par le pôle éditorial de l'IFAO. La recherche, je l'ai dit, n'est rien si elle n'est pas publiée, et l'équipe de Mathieu Gousse nous permet par son engagement de produire des ouvrages dont la qualité est reconnue comme l'une des références internationales en la matière, que beaucoup nous envient. La diffusion passe aussi par les conférences, et comme chaque année, les conférences du mercredi de l'IFAO permettent à des chercheurs de passage ou invités de présenter leurs travaux. Vous en avez ici quelques exemples. À destination du grand public, plusieurs cycles de conférences sont désormais bien installés, vous le savez, je pense. Les rendez-vous de l'archéologie en sont à leur troisième édition. Je reviens peut-être un moment sur le cycle Midan Mounira, qui est organisé donc conjointement par l'Institut français d'Égypte, l'IFAO, le CEDEJ et l'IRD, donc les 4 institutions de recherche françaises implantées au Caire, qui sont désormais un rendez-vous régulier autour des questions liées aux évolutions que connaît le monde arabe dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Les rendez-vous de l'archéologie, donc, qui en sont à leur 3e saison, toujours en partenariat avec l'Institut français d'Égypte, et qui donnent la parole aux responsables des missions archéologiques françaises pour présenter l'actualité de leurs travaux. 4 conférences ont été organisées au cours de l'année 2018 et 2 autres en 2019. Je vous rappelle que ces conférences sont enregistrées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'IFAO. Vous pouvez donc les visionner si vous avez manqué l'une de ces conférences. Les cours d'égyptologie de l'IFAO sont aussi poursuivis et rencontrent toujours un grand succès. Ces cours qui sont destinés à un grand public qui souhaite aborder la civilisation égyptienne avec un enseignement de qualité sont assurés par les membres scientifiques de l'IFAO, docteurs en égyptologie. Cette année encore, Félix Rolla-Montserrat et Marie Gnoyotte ont abordé le Nouvel Empire. Les cours ont été suspendus durant ce semestre pour des raisons d'organisation, mais j'espère qu'ils pourront reprendre à la rentrée.
Au cours de l'année 2018, une exposition avait été organisée au Musée du Caire pour célébrer un siècle de recherche française sur le site de Deir el-Médineh. J'avais eu l'occasion de vous en parler l'an dernier. Une nouvelle exposition a été montée au début de l'année 2019 à l'occasion, cette fois-ci, des 30 ans de fouilles de la mission conjointe de l'IFAO et de l'Université de Milan sur le site de Tep Tunis dans le Fayoum. Une exposition qui était coordonnée par Claudio Galazzi et Gisèle Hadjimi-Naglou, donc les deux responsables de ce programme, et qui présentait une sélection d'objets découverts dans le village gréco-romain de Tep Tunis. Une exposition qui s'accompagne d'un très beau catalogue, et encore une fois je remercie la directrice générale du Musée du Caire pour son aide dans ce travail. Une autre exposition est prévue dans le cadre de l'année culturelle France-Égypte au mois de novembre, qui devrait présenter les découvertes récentes des missions françaises. Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour cet événement. Pour rester informé précisément des événements organisés par l'IFAO, je vous invite, comme chaque année, à suivre notre page Facebook ou notre site web qui est en cours de modernisation. Alors l'an dernier, j'ai terminé ma conférence en vous présentant le projet de construction d'un nouveau bâtiment, un bâtiment qui serait destiné à accueillir la bibliothèque de l'IFAO. Il s'agit pour nous d'améliorer les conditions de conservation des collections, très importantes, vous le savez, et d'offrir au personnel de la bibliothèque, comme à ses utilisateurs, des services et des conditions de travail mieux adaptés aux usages et aux besoins actuels. Ce projet, je m'en voudrais de ne pas vous en donner des nouvelles. Aujourd'hui, il poursuit son chemin. La programmation de ce projet est achevée. Le concours d'architecture a été lancé. Nous attendons pour la fin du mois de juin les projets soumis par les 3 agences d'architecture et j'espère que mon successeur sera en mesure l'année prochaine de vous présenter le projet qui aura été retenu. Encore un peu de patience déjà. Alors dans quelques semaines, j'achèverai mon mandat à la direction de l'IFAO pour retourner à mes étudiants et je l'espère à mes recherches personnelles. Je voudrais donc, à l'issue de ces 4 années qui ont été très riches et intenses, renouveler mes remerciements à nos collègues du ministère des Antiquités pour leur confiance et leur aide. Je voudrais remercier l'ambassade de France pour son soutien sans faille, et tout particulièrement l'Institut français d'Égypte et son directeur, avec qui nous avons pu créer une collaboration amicale et efficace. Je ne doute pas qu'elle se poursuivra. Et bien sûr, l'ensemble des chercheurs et des personnels de l'IFAO. Leur investissement et leur dévouement forcent et ont forcé et continuent à forcer mon admiration. Et puis enfin, vous, ici, qui participez à nos activités organisées par l'IFAO et pour l'intérêt que vous portez à l'archéologie française en Égypte. Je vous remercie. Je file tout de suite parce que il est déjà tard. Merci. Merci beaucoup à Laurent Bavet, merci aux autres intervenants. Avant que Laurent se sauve, peut-être encore un grand bravo pour sa direction de l'Institut français d'archéologie orientale. Je pense que c'est une direction qui marquera l'histoire de cette institution. Non. Voilà. Merci.